Bonsoir, je suis Emeline Esca, paysagiste concepteur à l'agence de l'eau en large à Nantes. Donc l'agence de l'eau en large, c'est une petite agence qui travaille en fait sur des projets vraiment variés. On s'attache à garder des projets à différentes échelles. Donc du jardin particulier, on va vous présenter un exemple ce soir. Et puis on travaille aussi sur des projets urbains. On peut travailler sur des études territoriales, sur des projets de parc. Ça dépend un petit peu des opportunités et des rencontres. Le projet en fait, qu'on a choisi de vous présenter pour ce soir, c'est un projet de jardin qui est donc situé à Nantes. Je vais vous présenter le contexte un peu plus en détail tout à l'heure. On trouvait qu'il était intéressant parce que finalement c'est un cas particulier, vous le verrez, mais qui peut synthétiser des cas de figure qu'on rencontre finalement assez fréquemment quand on est dans des tissus urbains denses. Donc vous avez la localisation là avec le point rouge de la parcelle à proximité de l'Erdre. Donc plutôt hypercentre, enfin pas loin de l'hypercentre de Nantes. Évidemment, à proximité de l'Erdre, on a la topographie. On le reverra en fait tout à l'heure. C'était vraiment l'élément premier sur ce projet-là, la topographie. Cette topographie, vous le verrez, c'est évidemment une contrainte qui est assez forte et c'est aussi un outil de projet qui est quand même très, très chouette à utiliser. Donc, pour peut-être dans un premier temps vous faire comprendre le contexte de cette parcelle, je vais vous la présenter donc, via cette photo aérienne et puis via des photos du site. Donc peut-être au niveau de l'histoire déjà de cette parcelle. Alors, on va essayer de faire au mieux. Il n'y avait pas de pointeur. En fait, vous avez une parcelle originellement qui prend tout ça, qui prend tout ça, avec une ancienne maison de maître qui est ici. Donc ça, c'est un cas de figure qui est assez typique, c'est que finalement, on avait une parcelle qui était assez grande, qui a été vendue et qui a ensuite été revendue à la découpe. C'est-à-dire que sur cette grande parcelle, il y a 3 parcelles qui ont été recréées, une parcelle avec la maison de maître existante, et puis 2 autres parcelles. Une ici, qui va nous concerner, une parcelle intermédiaire, donc qui font toutes les deux à peu près 500 mètres carrés. On le voit très bien sur cette photo aérienne, on a un contexte arboré qui est extrêmement dense. On en reparlera après, mais évidemment, nous, ça a fait partie des premières interrogations qu'on a eues par rapport à cette intervention pour créer un jardin sur cette parcelle. Autre point important, la question des protections patrimoniales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans le... je vais dire très fréquemment, c'est même systématique en fait dans le centre de Nantes. On est dans un périmètre de 500 mètres d'un monument qui est protégé, qui est inscrit. Et puis, on a un pastillage au plan local d'urbanisme. Donc évidemment, un pastillage sur la maison, la demeure bourgeoise, et puis un petit patrimoine qui est identifié en fait tout du long sur ce mur de clôture. Un élément de petit patrimoine qui est donc à conserver. Voilà, et puis donc ces beaux arbres, peut-être ce qui est important aussi à dire, vous le verrez sur les photos par la suite, ce ne sont pas des arbres qui sont ça correspond pas à un héritage de parc ou de tracé ancien. En fait, il n'y avait pas de parc vraiment intéressant autour des sauts de demeure. Ça aurait pu être le cas, c'était pas le cas. On est plutôt face à des sujets, pour certains qui ont sûrement été plantés, mais pour la plupart qui sont plutôt spontanés. Et voilà. Hop. Donc la parcelle, elle fait 580 mètres carrés avec donc un dénivelé de 6 mètres. On le voit ici, la coupe topo. Donc vous imaginez, là, la coupe topo, elle correspond vraiment aux limites. Là, vous avez le point haut, point bas là-bas, donc la vallée de l'Erdre ici, avec 6 mètres de dénivelé, ce qui est quand même assez conséquent, et surtout un dénivelé qui est très marqué, on va le voir après, finalement dans la partie médiane. Sur ce schéma, vous pouvez voir la localisation des arbres, des sujets principaux, et puis en cercle, donc le petit cercle pointillé noir qui correspond
aux espaces boisés classés qui sont entérinés par le biais du document d'urbanisme. Donc à l'époque, on n'était pas encore sur le PLUM, on était sur le PLU. En tout cas, on a ces EBC donc, qui correspondent à des espaces boisés classés, boisement existants ou à créer, puisque vous remarquez que ces pastillages d'EBC, ils ne correspondent pas forcément à l'emplacement des arbres. Donc ça, c'est un cas de figure qu'on retrouve aussi assez souvent, puisque je dirais malgré les efforts qui sont faits pour identifier au mieux les arbres dans les documents d'urbanisme, en fait, on sait bien que c'est impossible de quadriller toute la ville. Donc on a souvent le travail est fait sur photo aérienne et du coup on a un différentiel entre la réalité des plantations et les implantations des espaces boisés classés. En tout cas, ces EBC, nous, évidemment, on les prend en compte. On sait qu'à tous ces endroits-là, on ne peut pas faire de coupe et on doit maintenir les arbres, même si, on le verra après, les plus beaux sujets ne sont pas forcément dans les espaces boisés classés tels qu'ils sont dessinés. Donc, vous avez ici le levé topo de la parcelle qui a été réalisé. Hop. Donc ce levé topo, vous imaginez bien qu'il est indispensable. Alors je dirais il est indispensable même dans le cas où on a un terrain qui est beaucoup moins accidenté. Mais là, étant donné le profil qu'on a, forcément on ne peut pas faire sans. On retrouve sur ce levé topo les arbres qui sont implantés, les masses vertes qui correspondent aux espaces boisés classés. Et puis vous voyez ici la symbolique du talus. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait un talus qui est placé dans la partie médiane haute de la parcelle. Donc on lit aussi sur ce levé topo les petits éléments construits qu'on verra ensuite en photo, mais vous voyez il y a des petits bouts de murs qui restent. Voilà, il y avait un bâtiment mais qui a été démoli. Et puis on peut commencer à comprendre les contours de la parcelle. Donc, je vous ai présenté rapidement ce contexte parcellaire et ses spécificités, on va dire, plutôt géographiques. Je vais maintenant vous expliquer en fait, le contexte de la commande, donc comment nous, en tant que paysagistes concepteurs, on a été amenés à travailler sur ce projet. C'est donc une famille qui a souhaité construire son habitation sur cette parcelle-là, donc qui a identifié la parcelle. Et dans le cadre de son projet de construction, a souhaité faire appel à une agence d'architecture, donc l'agence Avignon-Clouet, qui sont également situées à Nantes. En fait, quand l'agence Avignon-Clouet a commencé à travailler, ils se sont très vite rendus compte. Alors, on va dire l'appel au paysagiste concepteur, il a plusieurs origines, mais quand les archis ont commencé à faire l'étude préalable, ils se sont très vite rendus compte qu'il y a pas mal de choses aux abords du bâtiment qu'ils ne pourraient pas gérer eux, et qu'il était préférable de faire appel à un conseil extérieur. En tout cas, c'est ce qu'ils ont proposé aux futurs habitants. Donc voilà, donc ce qui est rentré dans la balance pour le choix, la nécessité du recours à un paysagiste concepteur, c'est déjà le fait que les futurs habitants avaient vraiment une volonté forte d'avoir un jardin. C'est quand même la raison première. La nécessité de prendre en compte la protection des arbres et puis la prise en compte des contraintes topographiques. Et il y avait aussi une envie, je pense, assez forte de la part des architectes, finalement, de se dire qu'on travaille le projet de jardin en même temps que le projet d'architecture. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été consulté. On a, je dirais, travaillé de concert avec les futurs habitants, évidemment, commanditaires du projet, et les architectes, avec un regard de leur part aussi sur les propositions qu'on avait pu faire. Et puis vous verrez, je le réexpliquerai tout à l'heure, mais le parti pris en fait sur ce jardin, ça a été d'être quand même en rupture par rapport à la proposition architecturale, en rupture en termes de choix de matériaux et en termes d'expression. Voilà, donc on va enfin avoir quelques photos, comme ça vous allez pouvoir vous projeter davantage. Donc ça c'est la parcelle telle qu'on a pu la découvrir, telle que moi j'ai pu la découvrir lors des premières visites. On retrouve le petit bâtiment qu'on identifiait tout à l'heure sur le levé topo. Et puis vous voyez à gauche en fait une masse boisée qui est quand même extrêmement dense,
très très opaque, voilà, avec une végétation arborée finalement, des masses arbustives dans la partie basse, et puis cette pente qu'on commence à lire, voilà, toujours cette végétation très très dense. Donc c'est un contexte, voilà, un contexte de départ qui est assez particulier quand même. Donc là, on peut avoir une lecture de la pente. Et puis, je ne sais pas si vous distinguez, en fait, ici, on a une petite... en fait, on a une rampe. Hop. Donc on a des... En fait, c'est une relique d'escalier, donc qui devait faire partie de la composition du jardin autrefois. Voilà, une autre image qui permet de se rendre compte de la... Déjà, ça donne l'échelle humaine. Et ça permet de se rendre compte de l'état de la parcelle au tout départ, avec un sol aussi qui était entièrement recouvert de lierre, entre autres. Et certes, une complexité liée à cette présence très forte de végétation, mais surtout des arbres qui sont, pour certains, magnifiques, dont ce tilleul en cépé qui est complètement... Enfin, voilà, qui vient marquer le jardin, en fait, qui vient marquer la partie basse de jardin. Ce tilleul de mémoire qui, justement, ne faisait pas partie des espaces boisés classés, mais bien évidemment, qui a été conservé. Enfin, je dirais, s'il y avait un arbre à conserver dans le jardin, ça aurait été celui-ci. Voilà. L'escalier. Enfin, le reste de l'escalier. Et puis, des petites curiosités. Ça, c'est de... Comment ça s'appelle, du béton... je ne sais plus comment ça s'appelle ce terme-là, enfin, du béton moulé là, en forme de branche. Une espèce de rocaille. Ouais. Voilà, donc nous, face à ce terrain, la proposition qu'on a faite en fait, aux futurs habitants, aux commanditaires, qui donc, avaient très envie d'un jardin, mais ne savaient peut-être pas trop par quel bout prendre les choses, c'était dans un premier temps de proposer une mission d'identification et de conseil en lien avec ce patrimoine arboré. Donc ça a été une première étape de diagnostic où vous voyez sur ce plan, tout simplement à partir du plan topo et puis de relevé terrain, on a déjà identifié les arbres et puis on a commencé à voir ce qui pouvait être à supprimer ou à conserver. Sachant que... et également à élaguer. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Voilà, donc là, vous avez des extraits du diagnostic avec des préconisations. Au niveau des arbres présents, donc plusieurs tilleuls, pas mal de troènes en arbre, qui sont des arbres assez intéressants parce que un arbre qui est adapté à nos climats et qui reste persistant, mais qui a un aspect un peu assez léger finalement. Des érables planes, du laurier du laurier sauce qui avait pas mal poussé, des ifs aussi qui avaient énormément poussé. Mais malgré tout, on était sur une palette végétale assez tenue, et puis à part ce très beau tilleul, pas de sujet remarquable. Voilà, donc la première étape, ça a été finalement de faire appel à un élagueur et de lui demander d'intervenir dans un premier temps sur la parcelle. Hop, je vais peut-être juste revenir sur le plan. Je ne vous l'ai pas précisé quand j'ai présenté la parcelle, mais le projet de construction, étant donné la présence des EBC et de toute façon les obligations d'alignement, forcément le projet de construction, il vient se loger quelque part par là. Donc vous voyez la forme de la parcelle qui est un peu une sorte de goulet là, qui vient se resserrer côté rue. Ça, c'était une autre raison finalement de faire intervenir le paysagiste dès l'amont du projet et même en amont de la partie architecture. C'est qu'une fois que le bâtiment est construit, il va venir prendre, dans le projet en tout cas, dans les esquisses de projet, le bâtiment il vient de bord à bord. Donc il vient complètement verrouiller en fait, les accès à la parcelle. Si bien que tout ce qui est suppression de grands arbres, gros travaux de terrassement, ce qui va être une réelle question ici, vu la topographie, ne peuvent se faire qu'avant que le bâtiment soit construit. Donc ça veut dire qu'il y a une stratégie aussi en 2 temps, 3 temps quasiment sur ce projet. Le premier temps, je vous en ai parlé, c'est l'élagage. Le deuxième temps de la stratégie, c'est faire les gros travaux, c'est-à-dire les terrassements, les plantations de gros sujets.
après ça, vient le projet de bâtiment. Et une fois que le projet de bâtiment est réalisé, que les personnes, les commanditaires sont rentrés dans la maison, on peut venir faire les travaux finalement de finition, entre guillemets, les petites plantations. Hop. Voilà, donc une fois que l'élagage a été réalisé, nous, on a commencé vraiment notre mission de conception avec donc des temps d'échange avec les commanditaires et puis un travail qu'on a réalisé tout simplement sur la base d'images de référence dans un premier temps, d'images de référence sur la question de la mise en scène de la topographie, enfin nous des choses qui nous semblaient assez évidentes par rapport à cette parcelle. Des images de référence sur la question des ambiances, sur la question des palettes végétales, pour finalement voir qu'est-ce qui pouvait les interpeller, sur quoi ils pouvaient accrocher ou pas, et du coup, nous, d'ajuster notre proposition derrière. Voilà, ici encore des images de référence sur les ambiances, sur les choix de typologie de végétation. Donc, à l'issue de ce premier travail sur la base d'images de référence, on a proposé un plan, un plan et des coupes, une forme d'esquisse un peu aboutie. Le parti pris donc, sur ce projet, vous imaginez bien que c'est cette question de mise en scène de la topographie, avec toutes les contraintes qu'on a pu voir au préalable. Donc, la conservation des sujets les plus intéressants, déjà, qui donne forcément des points fixes aussi en termes de création de... Enfin, il faut qu'on respecte en fait les pieds d'arbres, sans quoi le végétal est mis en péril, si ce n'est pas le cas. Donc ça nous a donné tout un tas de points fixes. En fait, à chaque fois qu'on a un pied d'arbre, on a un point côté qui est un point fixe. Et il a fallu qu'on articule aussi nos travaux de terrassement en fonction de ça. Vous vous souvenez sur la coupe que je vous ai montrée tout à l'heure, et sur le plan topo, il y avait un talus très marqué à un endroit. Donc ce talus très marqué, grosso modo, il est dans cette partie-là. Donc notre souhait, c'était aussi de coller au maximum au terrain naturel, si bien qu'on aboutit à une proposition où finalement on a des terrasses qui sont très grandes dans la partie basse et qui sont beaucoup plus resserrées dans la partie haute. Ce qui peut paraître un peu contre-productif étant donné que le bâtiment donne sur la partie haute. Après, clairement, de créer une très grande terrasse ici, ça aurait signifié de faire des travaux de terrassement extrêmement importants, avec des soutènements aussi très très conséquents. Donc notre proposition qui était plutôt d'avoir finalement des lieux d'usage dans la partie basse du jardin, donc un peu plus éloignée de l'habitation, et quand même la proposition qui a été, je dirais, validée par les commanditaires. Voilà, donc somme toute un projet assez simple, vous le verrez ensuite sur les photos, avec ces petites terrasses au départ, des parties, donc ce qu'on a représenté là, de façon colorée, c'est un registre de plantation qui est plus horticole, en lien avec les soutènements, avec les restants qui sont créés. On va peut-être passer sur les coupes, voilà. Donc comme ça vous avez une vue peut-être un peu plus précise. Donc les restants qui sont créés ici, avec des jeux d'emmarchement. Et puis sur cette partie haute, des plantations un peu plus ornementales, avec un choix de gamme de couleurs en fait, qu'on a décliné, donc toujours en lien avec les choix des commanditaires. Et puis dans la partie basse, ces deux grandes terrasses qui peuvent devenir du coup des lieux d'usage pour du jeu, pour poser une table. C'est des petits détails, mais ça signifie qu'on a aussi amené un point d'électricité en fait, dans la partie basse du jardin pour pouvoir facilement avoir de la lumière autour d'une table potentielle. Voilà, donc là on retrouve la coupe. Un autre endroit, mais on est sur le même principe. Il y avait une volonté aussi des futurs habitants d'avoir des carrés potagers, donc on a trouvé aussi un endroit pour positionner ces carrés. Là, sur cette planche, donc l'illustration du travail sur la gamme végétale et sur le choix des couleurs par le végétal. Et puis, donc, un autre sujet qui est celui des clôtures. Alors, peut-être si je me remets sur ce plan-là. Donc, ici, là, on est délimité par un bâtiment et par un mur existant. Ici, on a le mur, la rue.
Et là, en fait, on a une limite parcellaire qui est une limite nouvelle, puisqu'il y a eu la division, et une clôture à gérer en mitoyenneté avec la personne d'à côté. Ce qui a été très bien, c'est que donc, cette maison que vous voyez, qui a été construite dans les mêmes temps, en fait, les deux propriétaires ont pu s'accorder pour travailler la clôture de façon conjointe et avaient à peu près les mêmes envies. Donc pour la clôture, le souhait c'était d'avoir quelque chose qui soit quand même suffisamment costaud, mais d'avoir un vocabulaire assez naturel, entre guillemets. Donc ce qu'on a proposé, c'était d'avoir un système de clôture tressé. Vous verrez les photos ensuite. Donc un tressage de gaulettes de châtaignier, c'est quelque chose qui a été accepté par les deux propriétaires de chaque parcelle. Donc on a pu partir là-dessus, sachant que dans un premier temps, on a mis une clôture temporaire en ganivelle le temps des travaux. Voilà, hop, ça on va passer. Donc, pour le déroulé du projet, je dirais, une fois que tout ça a été entériné, nous, on a pu continuer notre mission et puis aller un petit peu plus dans les détails. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que notre mission, en tant que paysagiste concepteur, elle a été d'accompagner les commanditaires jusqu'à un certain point, mais on n'a pas fait le suivi des travaux. Donc, on les a accompagnés en fait, jusqu'au choix des entreprises. Et donc, on a eu un temps d'échange assez important avec l'entreprise qui a été retenue. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. Et voilà. Donc, les documents que vous allez voir, c'est plutôt des documents techniques, mais ça vous permet de voir tout simplement comment on travaille avec les déclinaisons de la palette végétale. Là, on arrive sur des plans de plantation, donc où vraiment on localise, je dirais, point par point les éléments qu'on va planter, les plans de terrassement. Voilà. Donc l'entreprise qui a été retenue, c'est la Maison du Bananier, qui est située à Couëron. Et bon, on les cite parce qu'on a fait un travail qui était quand même assez intéressant, je pense, avec eux. On a pu avoir un temps d'échange et ils sont vraiment appropriés le projet et ils ont fait des adaptations après. Je pense qu'ils ont vraiment compris l'esprit de ce projet-là. Et puis, ils ont pu réaliser les travaux, je dirais, sans qu'on soit là. Donc, je vais vous faire passer une série de photos de façon assez rapide. Actuellement, la partie architecture n'est pas encore terminée. Donc, les photos que vous allez voir en fait, correspondent à la première étape, c'est-à-dire l'étape des gros terrassements, des soutènements, en fait, la structuration, l'ossature en fait, du jardin. Donc, la partie, les finitions, elles vont venir plus tard. Donc vous avez des photos qui sont là en face chantier. Vous voyez qu'à l'arrière, le bâtiment n'est pas encore construit. Et comme je vous le disais, on est vraiment sur des choix volontairement de matériaux très bruts. Voilà. Donc je passe rapidement. Là, on se trouve en fait au niveau de l'escalier que je vous ai montré tout à l'heure, qui avait une petite lisse en métal. Donc finalement, c'est un projet qui est assez simple. On retrouve du bois, de la pierre, la structuration de la topographie et la conservation des grands arbres. Et puis cette clôture que vous apercevez ici, là au fond, qui est en golette de châtaignier, qui est assez qualitative. Donc là, c'est les photos de chantier, on a la ganivelle. Et après, on passe sur le châtaignier. Voilà, donc ça c'était pendant le tressage. Les détails, vous voyez, on est vraiment dans cette logique d'adaptation au site, en fait. L'entreprise a beaucoup réemployé la pierre qui était en place pour constituer les emmarchements. Du coup, on a un travail qui est qui est fait avec des matériaux bruts, mais qui est quand même assez fin. Et du coup, vous avez là une session de photos qui a été reprise donc il y a un mois à peu près. Donc vous voyez que la partie architecturale est en bonne passe de s'achever prochainement. Vous voyez aussi que voilà, on est de nouveau dans le chantier, donc il y a des petites choses qui ont été endommagées sur les soutènements. Et puis ce travail en fait de contraste des matériaux qui est du coup maintenant compréhensible avec la présence de cette façade qui va être très très vitrée et qui vient contraster avec l'emploi du bois brut et des pierres en gros blocs. Voilà.
Donc je vous ai présenté, j'espère de façon à peu près exhaustive, ce projet de jardin qui, donc, vous l'avez compris, n'est pas encore tout à fait terminé. On va dire que le plus gros est fait. Il reste maintenant une appropriation des habitants et puis à compléter avec l'ensemble des plantations. Après, ce qui est intéressant aussi sur le fait qu'il y a eu un tout petit peu il y a eu un laps de temps finalement assez long sur le déroulement de ce projet, du fait aussi du déroulement du projet architectural qui a été assez long à mettre en place, si bien que les futurs habitants ont eu le temps aussi de voir comment vivaient les lieux. De voir comment vivait le jardin, notamment une fois que l'élagage a été fait. C'est-à-dire que maintenant, on identifie beaucoup mieux les zones ensoleillées. Donc, par rapport à ça, eux, ils peuvent aussi peut-être repositionner. Les bacs potagers n'ont pas été encore faits, donc ils peuvent aussi les positionner en fonction de ça. Enfin voilà, il y a plein de petites adaptations qui vont se faire à la suite. Merci de votre attention. On va en profiter s'il y a peut-être tout de suite une ou deux questions pour Emeline sur ce sujet, sur ce projet. Vous pouvez lever la main. Oui. Quel est le coût de l'opération? Oui, alors, j'ai ressorti mon devis pour l'occasion. Alors là, j'ai le coût total. Bon, ça va aller, je pense. Merci. J'ai le coût total, donc ça veut dire compris plantation de vivaces, donc des choses qui n'ont pas encore été réalisées. En TTC, on est à 37 000 €. On est à 37 000 € en TTC. Voilà. Et après, au niveau du phasage, je ne me souviens plus exactement, mais je dirais les premiers travaux qui ont été réalisés, on était autour, je pense, à peu près de 20 000 €. Travaux de terrassement, élagage, terrassement, soutènement, clôture, avec une clôture qui est quand même assez qualitative, qui a demandé pas mal de boulot à l'entreprise. Voilà. Non, mes honoraires sont à part et je ne m'en souviens même plus. C'est même pas que je ne veux pas les dire. Ouais. C'est une question. La durée de vie des marches en bois au contact de la terre, c'est relativement long en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas mal. On est sur du bois naturellement imputrescible. Donc c'est ce qu'on peut voir par exemple sur des aménagements en bord de mer. Donc là, je ne peux pas vous le dire puisqu'on n'a que 2 ans de recul là-dessus, mais bois naturellement imputrescible au contact de la terre, je dirais, c'est plus que ça. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais. Oui, on a des ouvrages en bois qui ont plusieurs dizaines d'années en fait. Ouais. Moi, j'ai une question sur le phasage, en fait, entre... vous expliquiez donc qu'il y avait une construction, donc qu'il fallait élaguer, donc que c'était plus pratique de sortir les choses avant. Dans le cas où on a la possibilité de faire ce gros œuvre, enfin d'éliminer les choses simplement, vous conseillez plutôt d'attendre de vivre dans la maison avant d'élaguer, avant de décider de couper des arbres, sachant dans un cas comme ça, voilà. Ou est-ce qu'on peut décider avant, on dit, bon voilà, moi je coupe ça, ou j'élague. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Franchement, moi je pense qu'il y a, dans le cas où on est un peu contraint pour extraire tous les déchets végétaux potentiels, je pense qu'il y a quand même, et notamment sur ce cas-là où c'était très dense, ça me paraît inévitable d'intervenir dès le départ sur l'abattage et l'élagage d'arbres. Alors, j'ai peut-être pas précisé, mais cette première étape qu'on a fait d'élagage, on a fait appel à un élagueur professionnel dont on connaît le travail, puisqu'on a fait un élagage doux. Je l'ai peut-être pas précisé, mais on n'est pas venu scalper les arbres, quoi. C'était vraiment un élagage très doux, et je pense que ça a été important. Mais moi, je trouve que c'est important de le faire dès le départ, même pour comprendre en fait les limites et les potentialités du site. Ça me semble important. Et pour les EBC, est-ce qu'il est possible d'argumenter et de dire non, le plus bel arbre se trouve là, donc autorisez-nous à couper un autre arbre? Non, ma réponse est non. Non? Ouais. On a essayé.
En fait, alors je dis ma réponse est non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que potentiellement, si je dis pas de bêtises, je pense que la métropole serait à même, lors d'une révision du PLU, de revoir l'emplacement de l'EBC. Je dirais preuve à l'appui, sauf que ça veut dire qu'il faut attendre une révision. Donc là, en termes de timing, c'est un peu compliqué.